Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde et partons tout de suite en direction d'une des économies les plus stables et prospères d'Europe. Bienvenue chez nos voisins suisses dans la ville de Lausanne, capitale du canton de Vaud et située au nord du lac Léman. C'est aussi la seule ville à détenir le titre de ville olympique. Alors pour cette émission, je suis accompagnée de 4 intervenants. Olivier, bonjour. Donc bonjour. Olivier Eyres, vous êtes cofondateur et chef des opérations chez Alaya. Quelques mots sur Alaya, qu'est-ce que c'est? Alaya, très rapidement, c'est une start-up qui a 2 ans, qu'on a montée en Suisse, qu'on qualifie de social tech. Au service de l'engagement solidaire des employés et des entreprises qui permet à chacun de faire sa part avec des associations en Suisse mais aussi partout dans le monde. D'accord, voilà. Merci. Camille Duval, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable suisse de Babylou. Alors Babylou, certains connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Exactement, en fait je suis responsable du développement de Babylou en Suisse et Babylou c'est aujourd'hui le leader des crèches privées. Donc on s'est implanté tout récemment en Suisse et on compte aujourd'hui 6 structures d'accueil. D'accord, merci. Bénédicte Siriex, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Bénédicte Cosmetics. Alors c'est tout nouveau, vous êtes en plein lancement, qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, j'ai créé Bénédicte Cosmetics en 2017 et ce mois de mars est un mois particulièrement important pour l'histoire de mon entreprise qui démarre, puisque je lance sur le marché les produits de la marque Bénédicte qui promettent une belle peau en toute saison à travers une campagne de crowdfunding qui s'appelle We Make It, W-E-M-A-K-E-I-T. Et je suis biochimiste et j'ai écrit toutes les formules de mes produits. D'accord, on vous souhaite bonne chance pour Merci. ce lancement. Laure Caron, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes fondatrice de l'Institut Polycourt et conseillère du commerce extérieur. Qu'est-ce que l'Institut Polycourt? Alors, c'est une entreprise que j'ai créée en 2003 qui est dédiée en fait à l'éducation et à la formation pour aider les familles qui viennent de l'étranger. Et quand on entend familles qui viennent de l'étranger, ça peut être autant des familles qui viennent pour travailler dans des multinationales que des familles qui sont soumises à des pressions extérieures pour quitter leur pays, donc la migration. Et voilà, on travaille à Lausanne, à Neuchâtel, à Genève, donc on a la chance de bien connaître les cantons romans. D'accord. Et vous êtes aussi conseillère du commerce extérieur. Quelques mots sur cette fonction de conseiller du commerce extérieur? Oui, mais en fait, on a un rôle de représentation de la France en Suisse. C'est l'opportunité d'avoir un réseau de collègues qui travaillent tous dans le domaine économique, mais dans différents secteurs. Et on a des réunions régulières pour comprendre un peu mieux ce qui se passe entre la Suisse et la France, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses avec nos expertises de chacun. Et puis remonter ça, en fait, aux autorités pour qu'elles puissent éventuellement prendre des bonnes décisions. D'accord. Et justement, à ce titre de conseillère du commerce extérieur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'économie actuelle en Suisse? Quel est le climat des affaires? Comment l'économie suisse se porte aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, l'économie suisse se porte bien. On regarde les chiffres du chômage qui sont extrêmement positifs, même s'il y a du chômage en Suisse, il reste très moindre par rapport aux pays voisins. Il y a un fort dynamisme local, il y a un fort dynamisme tourné vers l'international. Et comme la Suisse travaille depuis des années sur l'excellence de la matière grise, c'est là où elle tire son profit. D'accord, parfait, je vous remercie. On écoute tout de suite Romain Duriez, qui est directeur de la Chambre de commerce internationale France-Suisse et qui va nous parler des secteurs porteurs du pays. Merci. Il faut savoir que la Suisse, c'est un pays mature, un marché mature avec un niveau d'exigence qui est assez fort. Donc pour l'entreprise française qui veut y faire des affaires, finalement, au-delà du secteur porteur, il faut s'interroger sur quelle plus-value j'amène sur le marché et qu'est-ce que je vais amener en plus aux consommateurs, à l'entreprise suisse par rapport à ce qui existe déjà. Après, dans les secteurs qui progressent beaucoup, naturellement, le secteur digital et tout ce qui est e-commerce qui offre des perspectives vraiment intéressantes et notamment pour les plateformes
composantes françaises qui sont encore assez peu présentes parce qu'il y a des problématiques de douane notamment, il y a des problématiques de change que les entreprises françaises n'ont pas dans la zone euro, mais néanmoins ça reste un marché intéressant même s'il est petit, 8,5 millions d'habitants. On a une moyenne d'achat d'environ 2 000 € par année en e-commerce par les consommateurs suisses et on a un peu plus de 90% des consommateurs qui font leurs achats également sur des plateformes de e-commerce en Suisse. Donc c'est un secteur extrêmement intéressant. Après dans les secteurs plus traditionnels, tout ce qui est santé, e-santé, avec quand même quelques grands géants de la santé qui sont basés en Suisse et une population qui a une demande et qui met une part importante de son budget dans le secteur des soins. Donc il y a des opportunités qui sont assez fortes pour les entreprises françaises. Bénédicte, pourquoi est-ce que vous avez choisi de lancer Benedict Cosmetics en Suisse particulièrement ? Alors je dirais que la première raison, c'est une dimension affective indéniablement. Ça fait 15 ans que j'habite en Suisse. Et ça, c'est pour la partie donc émotionnelle. Plus rationnellement, il faut savoir que les Suisses sont de gros consommateurs de produits cosmétiques haut de gamme. Et la consommation des Suisses est environ 3 fois supérieure à celle des Français. Donc c'est un point, c'est un petit marché, mais néanmoins intéressant de ce point de vue-là. Et puis, il faut savoir aussi que les Suisses valorisent aussi beaucoup les produits qui sont fabriqués sur le territoire. Le Made in Switzerland est une valeur vraiment reconnue. Et voire même préférée dans l'achat des produits, souvent. Et puis, c'est une valeur aussi qui s'exporte plutôt bien à l'étranger. Donc, voilà ce qui m'a motivée à construire cette entreprise sur le territoire suisse. D'accord. Olivier, vous, quelles ont été vos motivations ? Pourquoi implanter Alaya en Suisse ? Moi, elle découle un petit peu de ce qui a été dit avant. La matière grise en Suisse, elle est prisée. Moi, je viens du campus de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, Polytechnique, donc du coup, qui rassemble beaucoup d'étudiants qui veulent monter des sociétés. Aujourd'hui, beaucoup installés là-bas. Donc, on reste là-bas parce que beaucoup de gens viennent de l'international et ils restent pour des raisons de qualité de vie, pour des raisons de multiculturalité. Donc, tout le monde reste là-bas. L'autre chose aussi, c'est que c'était un pays qui est extrêmement innovant sur les questions, qu'elles soient santé ou sociales ou bien d'autres. Et du coup, une fois qu'on commence là-bas, c'est vrai que ça permet de tester notre produit, notre solution, dans un petit pays qui est la Suisse, avec beaucoup de différentes cultures, et puis d'exporter plus tard sur les pays voisins, comme la France, l'Allemagne, l'Italie. D'accord, donc vraiment un marché test. Ouais. D'accord. On écoute tout de suite Cosima Deluermoz, parce que c'est difficile de parler de la Suisse sans parler du secteur du sport. Et Cosima, elle est déléguée au sport international de l'État de Vaud et elle nous parle du réseau ThinkSport. En 2014, le canton de Vaud, la ville de Lausanne, associée à la Confédération et au Comité international olympique, ont choisi de créer une association nommée ThinkSport dans le but de promouvoir et développer le cluster sport international qui est unique dans notre région. ThinkSport est là comme facilitateur de dialogue pour pouvoir amener l'ensemble des acteurs concernés par le sport international à travailler ensemble. Donc on entend par acteurs les entreprises spécialisées dans le domaine du sport international, les universités, les autres écoles, les start-up qui, elles, peuvent amener leur expertise et leur pratique en matière de recherche et développement ou encore de formation, à travailler avec ces acteurs qui sont si importants que sont les fédérations et les organisations sportives, pour pouvoir leur apporter une expertise et une pratique dans le développement, par exemple, de leur sport ou de tout autre projet. Donc voilà, avis aux startups qui voudraient monter une entreprise dans le domaine du sport à Lausanne. Camille, comment ça s'est passé cette implantation de Babylou en Suisse ? Parce que l'écosystème social est quand même vraiment différent en France et en Suisse. Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, alors c'est une bonne question. L'écosystème, il est très différent. Et puis même, on pourrait décliner la question presque 26 fois, puisque vous savez que la Suisse, c'est une confédération de 26 cantons. Donc en fait, chaque écosystème à l'intérieur de chaque canton est encore différent. Donc pour nous, c'est vraiment un casse-tête. Chaque fois, on a affaire à une réglementation différente. Chaque fois, on a affaire à des équivalences de diplômes différentes.
En fait, on a un peu contourné le problème en choisissant une stratégie d'acquisition, c'est-à-dire qu'on est rentré en Suisse en faisant l'acquisition d'une première société en 2015, qui nous a permis d'acquérir en fait des connaissances et un savoir pays dont on s'est servi pour faire une deuxième acquisition dans un deuxième temps, ce qui nous rend aujourd'hui présents sur 2 cantons différents. Je pense que c'est une bonne façon de faire. On a travaillé main dans la main avec les fondateurs de l'époque à chaque fois et ça a vraiment permis de faire une bonne passation du savoir et de la connaissance du territoire. D'accord, c'est important. Connaissance du territoire. C'est extrêmement important. Je pense que dans n'importe quelle implantation à l'étranger, c'est vraiment très important de connaître le territoire dans lequel on s'aventure. Et je pense que la Suisse est un pays extrêmement riche et complexe qui nécessite vraiment qu'on y passe du temps et qu'on s'intéresse aux différences culturelles pour pouvoir tout simplement éviter les faux pas et s'insérer le mieux possible dans l'environnement. Oui, on en parlera juste après des différences culturelles. En effet, c'est important. Olivier, vous êtes passé par un incubateur. Ouais. Comment ça s'est déroulé ? Nous, on a suivi un peu les étapes un peu traditionnelles, entre guillemets, maintenant des startups. C'est-à-dire qu'on a rejoint après nos études un incubateur de startups qui s'appelle Mass Challenge, qui est basé à Boston, en Israël, au Royaume-Uni et en Suisse, et qui nous a accompagnés, qui nous a présenté à tout l'écosystème, parce qu'effectivement, il y a plein d'acteurs locaux, mais il faut les connaître. Il faut être installé là-bas pour les connaître, ça prend du temps, il y a beaucoup de réseautage. C'est un pays qui est assez conservateur quand même. Donc la manière de se rencontrer, d'en apprendre sur les autres cultures, etc., il faut être là-bas. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc voilà, on a grandi en faisant ça. D'accord. Mais du coup, au début, vous avez eu des aides financières, etc. Donc pour se développer, pour commencer, c'est bien. Mais après, pour prendre plus d'ampleur, comment ça se passe ? Oui, donc il y a aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 1 milliard d'investissements qui se sont produits dans les startups en Suisse. Donc c'est beaucoup, mais ça se stabilise. C'est moins en croissance que les autres pays européens. Et donc au niveau des aides, c'est bien pour grandir au début. C'est ce qu'on appelle les seed rounds. Premier round d'investissement. Après, quand on veut grandir plus en taille et être compétitif avec d'autres grands pays comme les États-Unis ou Singapour ou la Chine, souvent des entreprises choisissent de partir à l'étranger pour grossir. C'est le frein aujourd'hui, je dirais. Merci. Laure, qu'en est-il des quotas sur les permis de travail accordés en Suisse ? Alors oui, en 2013, il y a eu une grande votation qui a fait grand bruit parce qu'il avait été demandé au peuple de décider de renforcer ou non les quotas de permis de travail. Et la décision a été oui. Donc l'État fédéral, qui doit appliquer la décision populaire, a dû travailler main dans la main avec les pays proches, en particulier les pays membres de l'Union européenne, pour trouver des accords qui puissent aller avec cette demande de la population. Résultat des courses, je dirais que pour l'Union européenne, ça ne change pas grand-chose au niveau des permis de travail octroyés. En revanche, pour les sociétés ou les structures étatiques qui ont besoin de recruter hors Union européenne, elles doivent manœuvrer avec les chiffres, avec les quotas, discuter avec les autorités, puis il y a un fort ralentissement là-dessus. Donc ça, voilà, c'est une réalité qui est là depuis 2013. D'accord. En termes de fiscalité, il y a des nouvelles lois qui régissent la fiscalité ? Oui, alors même scénario, il y a eu une votation populaire sur les impôts accordés aux entreprises. Et en fait, il a été validé que les entreprises allaient payer moins d'impôts sur les bénéfices. Et ça signifiait aussi que pour les entreprises qui bénéficiaient d'accords fiscaux particuliers, en particulier des sociétés dites internationales, elles allaient devoir payer le même niveau d'impôt. Donc pour certains, c'était une joie, pour d'autres, c'était une mauvaise nouvelle. Donc de nouveau, c'est des négociations, comme la Suisse aime le consensus, aime la discussion, veut éviter le conflit. Donc ce sont des négociations qui se font entre chaque entreprise internationale concernée par cette votation. D'accord. Bénédicte, vous venez de terminer les démarches de création d'entreprise. Comment ça se passe en termes assez pratiques ? Est-ce que c'est long ? Alors en fait, le plus long, c'est de rédiger en fait l'acte et puis la raison sociale de l'entreprise. Un juriste, un notaire, un capital et presque le tour est joué. Voilà. Et d'accord. Tout doit commencer à partir de là. Mais non, je dirais que d'un point de vue administratif, c'est relativement simple. Ça a été relativement simple pour moi. Ouais, l'administration suisse est vraiment très performante. Donc on n'attend pas, il n'y a pas de délai. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est très bien fait. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre sur place ?
Alors, dans notre secteur, on ne parle pas vraiment de main-d'œuvre. On a des équipes éducatives, mais c'est vrai que c'est un problème, le recrutement, d'une manière générale, notamment en ce qui nous concerne, le recrutement de professionnels diplômés. Parce que notre activité est réglementée et que donc on doit pouvoir justifier un certain pourcentage d'équipes éducatives diplômées d'un certain type de diplôme. Et qu'on a évidemment pas forcément suffisamment de ressources au sein de la Suisse pour répondre à cette réglementation. On a aussi beaucoup de sollicitations de la part de personnes qui immigrent en Suisse et qui doivent passer par une équivalence de leur diplôme qui parfois est quasiment immédiate. Je pense notamment au diplôme d'éducateur de jeunes enfants français, et qui parfois ne l'est pas, voire ne connaît aucune équivalence dans le pays. D'accord, donc ça à prendre en compte. Vous parliez tout à l'heure des différences culturelles. On écoute tout de suite à ce sujet Laurent Garé, qui est PDG de La Redoute Switzerland, excusez-moi, et qui nous parle du rapport au temps à Lausanne. Bonjour Paris et bienvenue sur les Hauts de Lausanne. Ici, à près de 800 mètres d'altitude, vous comprenez tout de suite que ce paysage était là bien avant vous et le sera encore bien après. On ne peut pas le façonner comme on sait le faire dans la plaine, et donc on a un rapport au temps un petit peu différent. On est dans le temps long, on envisage les conséquences des actions qu'on planifie à très long terme. C'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau économique. On est moins dans l'immédiateté et le court-terminisme. Et ça se traduit aussi dans le fait qu'étant donné ces enjeux long terme, on prend parfois aussi plus de temps pour faire mûrir des décisions. Voilà. Autre caractéristique suisse, la recherche du consensus, qui est dans l'ADN de la Confédération, qui est constituée de 26 cantons, ainsi que sa neutralité. Donc les deux combinés font que la gestion des conflits consiste à éviter qu'il y ait des conflits. On ne souhaite pas vraiment que ça éclate, et donc l'écosystème travaille à la neutralisation du conflit, à sa résolution le plus en amont possible. Bénédicte, je vous voyais réagir pendant la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Laurent ? Oui, tout à fait. Et il y a un mot en particulier qui fait écho, c'est le mot consensus. Qui est effectivement une caractéristique des Suisses et qui pour moi est une conséquence en fait d'un esprit très collectif. En effet, quand on défend des mêmes intérêts, on essaie, quoi qu'il en soit, de se mettre d'accord. Et je trouve que c'est intéressant peut-être de revenir à l'origine de la Suisse pour comprendre à quel point c'est ancré dans leur ADN. Il ne faut pas oublier que la Suisse, au départ, c'est 3 communautés montagnardes au XIIIe siècle qui ont décidé de s'unir pour finalement éloigner les Habsbourg qui régnaient sur les territoires. Et ils ont vite compris que en restant petit et en se divisant, on n'arrive à rien, on se fait manger par les gros. Donc je trouve que ça, c'est excessivement fort, hein, et on le retrouve aussi dans les sociétés. On combat pour une même cause. Voilà. Donc, on évite les conflits, on est très dans le consensus. Et je dirais qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le conflit qu'on n'est pas dans la combativité. Ce sont deux choses vraiment très différentes. Donc ça, c'est un point très très fort, je trouve, et très marquant des Suisses. Donc dans le monde du travail, également en politique, puisqu'il faut savoir que la Suisse est gouvernée par 7 ministres qui ont chacun des couleurs politiques différentes, et qu'actuellement 4 couleurs politiques sont représentées. Donc là encore, il s'agit de servir un intérêt commun et de gérer les différences. Donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est une caractéristique très très forte, et je dois dire assez appréciable, parce qu'on garde son énergie pour autre chose que des conflits. Olivier, vous gérez une équipe assez multiculturelle, représentative de la société suisse. Nous, on est 9 dans l'équipe, et puis il y a aujourd'hui 6 ou 7 nationalités différentes dedans. Donc le suisse n'existe pas en Suisse, c'est mon ressenti. C'est toujours suisseau-français, c'est suisseau-brésilien, c'est suisseau-allemand, c'est suisseau-italien, c'est suisseau-quelque chose. C'est très multiculturel. C'est très, du coup, riche en échange, et il faut avoir un consensus, ça va aussi là, c'est qu'il faut être très tolérant. Quand on arrive de France, il faut renoncer un peu à l'esprit franco-français pour s'ouvrir sur d'autres mentalités, d'autres façons de comprendre.
Et c'est un challenge au début, mais c'est très appréciable après. Oui, s'ouvrir. De toute façon, quand on part à l'étranger, c'est un petit peu le mot d'ordre. Camille, vous, qu'en est-il des attentes éducatives? Vous avez affaire à des parents, donc à ce niveau-là, est-ce qu'il y a de grandes différences culturelles entre la France et la Suisse? Alors oui, de très grandes différences culturelles. Il est clair que la population à laquelle on a affaire est hyper cosmopolite. On a quelques expatriés, sans doute de moins en moins, mais beaucoup d'étrangers d'une manière générale qu'on accueille dans nos crèches. Et que ça n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les habitudes des crèches françaises Babylou. L'autre différence, c'est que l'âge obligatoire d'entrée à l'école en Suisse, c'est 4 ans au 31 juillet. Donc on accueille en crèche les enfants jusqu'à parfois 5 ans. Ce qui signifie que les parents ont évidemment d'autres attentes à l'égard de la crèche ou de la garderie que ce que peuvent avoir les parents en France, dont l'enfant ne va être accueilli que jusqu'à 3 ans maximum. Donc on a besoin, nous, de vraiment repenser notre positionnement pédagogique pour satisfaire ces parents. D'accord, merci beaucoup. Merci Camille, vous allez nous quitter, vous restez avec nous pour l'instant, mais merci en tout cas pour cette intervention. Merci à vous pour votre invitation. On marque une courte pause et on revient tout de suite après pour aborder la deuxième partie de l'émission consacrée à la vie quotidienne sur place. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Lausanne. Myriam Saadaoui, vous nous avez rejoint pendant cette pause. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes chargée de marketing et communication chez Babylou. Tout à fait. En VIE, donc volontariat international en entreprise. Exactement. On écoute tout de suite pour entamer ce focus sur la vie quotidienne Tristan Besson, qui est français installé à Lausanne et qui nous parle du coût de la vie sur place. Bonjour Paris, bienvenue à la place Saint-François qui est dans le centre de Lausanne. Pour parler de la question du coût de la vie à Lausanne, il est assez élevé mais il est compensé par les salaires. Pour donner quelques exemples, la pinte va commencer autour des 8 francs, un plat dans un restaurant va commencer vers les 20 francs et augmenter du coup avec la qualité. Un abonnement mensuel pour les transports en commun dans l'agglomération lausannoise va commencer autour des 100 francs et un abonnement de téléphonie mobile va être entre 30 et 50 francs. Myriam, est-ce que vous êtes d'accord? C'est à peu près les prix Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, le coût de la vie est bien plus important que le coût de la vie qu'on connaît en France. Il faut à minima doubler, voire tripler, voire quadrupler certains prix. Les transports, c'est tout à fait ça. Un aller-retour à Lausanne-Genève, 35 minutes, c'est à peu près 20 francs. Sa baguette de pain, c'est 3 francs 50. Donc oui, il faut... Le franc et l'euro, le franc suisse et l'euro, c'est alors aujourd'hui, voilà, 3 francs 50, ça fait à peu près 3 euros, par exemple. Voilà. Donc le franc et l'euro aujourd'hui sont à peu près équivalents. Donc c'est sûr que les prix sont vraiment très très importants par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. D'accord. Il y a aussi la problématique du logement à Lausanne. Vous qui accompagnez les primo-arrivants, qu'est-ce que vous conseillez? Comment on trouve un logement et quels sont les coûts? Plus vous avez un budget élevé, plus vous trouvez. Voilà.
Maintenant, si vous êtes dans, je dirais, la demande de classe moyenne, standard, c'est-à-dire un appartement avec... Alors, on compte les demi, on va dire 3 pièces et demi, donc c'est-à-dire 2 chambres et un salon avec la cuisine. Par exemple, on ne compte pas la même chose avec la France. À Lausanne, je pense qu'en dessous de 2000 francs suisses, et encore, je pense que je suis très bas, vous ne trouvez pas. Donc, c'est juste pour vous donner un niveau par rapport à l'impact du prix du logement par rapport à un salaire. Oui. Il y a un vrai problème pour trouver des logements, je dirais, dans la tranche moyenne, c'est-à-dire des 3 pièces et demie, 4 pièces et demie avec des salaires médians. Là, il y a une vraie souffrance. Dès que vous êtes au-dessus, je dirais qu'il y a eu un léger recul de la demande sur les grands... les appartements ou les maisons qui coûtent très cher, puisqu'il y a eu un peu moins de flux d'expatriés, donc c'était eux les plus grands consommateurs. Là, il y a un peu plus de choix, mais je dirais que ça ne concerne pas le citoyen lambda qui vit à Lausanne. Voilà. D'accord. Vous, Olivier, comment ça s'est passé en termes de garantie, par exemple ? Moi, je suis arrivé, il y a 7 ans, j'étais étudiant. Je venais de France, donc quand on vient de France, on a besoin d'un garant en Suisse. Pour garantir le loyer, il faut apporter 3 mois de loyer. C'est pas évident quand on connaît les prix des loyers là-bas. Et donc oui, c'est pas facile, on est obligé de passer par la sous-location quand on est étudiant, ou même quand on est en premier emploi. Et voilà, c'est ce qui change un petit peu de la vie française, c'est que ça coûte cher, on n'est pas forcément bien logé. C'est difficile d'être dans le centre, parce que ça coûte très cher. Donc on est souvent vers le campus de Lausanne, qui est un peu expatrié du milieu, et puis vers Renan, etc. Voilà. Bénédicte, vous vivez dans quel quartier ? Quels sont les quartiers sympas pour habiter à Lausanne ? Alors, je suis pas tout à fait à Lausanne, mais cela dit, j'y vais assez régulièrement. Le quartier Saint-François, qui est un quartier piéton que j'aime beaucoup. Voilà. Lausanne est aussi une ville assez rigolote parce que elle est de loin pas plate, donc c'est très vallonné, donc il y a le haut de Lausanne, le bas de Lausanne, c'est un peu les montagnes russes. Voilà les quartiers. Pour rebondir aussi sur le coût de la vie, quand je suis arrivée il y a 15 ans avec aussi mes habitudes françaises, maintenant j'ai un petit peu de moitié-moitié, on va dire. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre d'acheter son camembert l'équivalent de 6 € ou 7 €. Ça ne m'a pas empêché d'en manger, bien au contraire. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire que lorsqu'on retourne en France pour y consommer, on a l'impression d'être très à l'aise, riche comme Crésus, et c'est fort agréable d'aller dans les restaurants. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir ce côté-là aussi. C'est ce que tu dis dans la vidéo aussi. Quand on sort d'un bac plus 5 en Suisse, on peut espérer des salaires qui font 6 000, 7 000 francs suisses, donc 6 500 € en premier salaire. Donc oui, effectivement, on peut se payer des camemberts à 6 €. D'accord. Myriam, rapidement, comment on se déplace à Lausanne ? Plutôt en transport, à vélo, à pied ? Alors, moi, ce que j'apprécie fortement à Lausanne, c'est qu'on peut tout faire à pied. Alors oui, c'est vallonné, et il y a les hauts de Lausanne, les bas de Lausanne, mais il y a un réseau de transport qui est très très bien développé en Suisse de manière générale. Et ça, quand on vient de France, si on prend une ville de taille moyenne comme Lausanne, à peu près 130 000 habitants, on n'aura jamais ce développement de transport. On peut aller au fin fond de la Suisse, dans un village très reculé, il y aura un train pour aller dans les stations de ski, il y a des trains qui desservent au pied des stations. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif en Suisse. Juste une astuce au niveau des horaires. Oui. Les horaires indiqués, c'est l'horaire de départ et non pas d'arrivée. Parce que tous les transports partent Oui, mais alors ils partent vraiment à l'heure. D'accord. Donc voilà, c'est juste faire attention à ça. Parce qu'il y a pas mal de petits couacs au début, parce qu'on pense que ça aura du retard, ou alors c'est l'heure d'arrivée, mais non, c'est l'heure de départ. D'accord, donc faire attention à la ponctualité. Oui, c'est la règle. La vie qui coûte cher, mais qui est compensée par la légendaire qualité de vie en Suisse. Et aussi dans le canton de Vaud, une très belle offre culturelle. On écoute à ce sujet Rémi Crégu, qui est directeur général du centre de congrès de Montreux. Pour situer le canton, c'est 780 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 100 musées dans le canton de Vaud, et vous avez 72% des habitants du canton qui vont dans un musée au minimum une fois par an. De la même manière que 71% vont voir un spectacle dans l'année, 65% assistent à un festival. Et donc
Cette histoire de la musique et des festivals a créé une grande richesse, puisqu'ils ont été des pépinières pour créer de nouveaux festivals. Et donc on trouve tout au long de l'arc lémanique, mais également dans les montagnes, des festivals qui perdurent, d'autres qui sont nouveaux, qui se créent, et qui couvrent à peu près tout le spectre de la culture possible, imaginable. Donc une offre culturelle et de festival apparemment foisonnante. Est-ce que c'est le cas, Myriam ? Alors là, oui, très clairement, moi, j'ai jamais fait autant de festivals que depuis que je suis en Suisse. C'est vrai que l'été, celui qui s'ennuie, je ne sais pas comment il fait. Il y a des festivals qui s'enchaînent vraiment tout l'été. À Lausanne, on a le festival de la Cité qui met en avant différents arts tels que le théâtre, le cirque, les concerts. On a le festival de Montreux qui s'enchaîne, le festival du Paléo à Nyon qui est un des plus grands en Europe. On a le festival du cinéma en plein air aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une offre qui est très importante et toutes les personnes vraiment trouvent, je trouve, leur activité, qu'on soit jeune ou en famille ou un peu plus âgé. Avec la facilité de se déplacer exactement, en plus rapidement. Toujours. Donc c'est vrai qu'on vit en fait l'été, moi je trouve vraiment au rythme de tous ces événements, tous ces festivals qui s'enchaînent dans les villes du canton de Vaud. Oui. Et au-delà de l'offre culturelle, en termes d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire à Lausanne, Olivier ? Il ne faut pas oublier qu'il y a l'école aussi de théâtre national, il y a le comité olympique, bref, c'est une ville qui rayonne sur plein de choses. Mais au niveau extra-culturel, il y a les activités sportives. Il y a le lac juste en bas de la ville, comme vous le disiez, il y a la montagne au-dessus. Donc l'hiver, on peut skier, l'été, on peut faire du wakeboard, on peut nager, on peut faire du paddle, on peut faire du VTT en montagne. Si on est amoureux de la montagne, c'est une ville où être. D'ailleurs, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020 qui s'organisent à Lausanne. Donc ça montre que c'est très dynamique et qu'il y a plein de choses à faire à côté. Donc ça, pour ça, c'est chouette. Ouais. D'accord. Bénédicte, quelques mots sur la qualité de vie à Lausanne. Alors, c'est sûr que la qualité de vie, c'est effectivement ce qu'on apprécie quand on vit en Suisse. Je dirais que là où j'habite, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, c'est pas surpeuplé, donc il y a déjà par rapport à ça une certaine qualité de vie. On se rend, que ce soit même avec sa voiture, d'un point à un autre relativement facilement. Je rejoins aussi ce qui a été dit concernant les activités liées à la montagne. Le lac offre tout ça, c'est un terrain de jeu absolument extraordinaire. Donc oui, globalement, voilà, on y vit très bien. Olivier, Myriam et Bénédicte, vous allez nous quitter. Peut-être un mot de la fin en vous adressant à ceux qui nous regardent et qui souhaitent s'installer à Lausanne. Olivier. Merci déjà de nous avoir reçus, c'est très sympa, toujours intéressant de parler d'un pays qui nous a accueillis en bonnes conditions. Et puis un mot pour ceux qui voudraient venir, pour les étudiants d'abord, c'est un campus magnifique qui est de renommée internationale et mondiale, et c'est vraiment bien de sortir de là-bas. Donc pour les Français qui voudraient y aller, c'est super. Et puis pour créer aussi des entreprises, c'est chouette parce que c'est vraiment un laboratoire et que c'est bon de commencer là-bas. Très bien, merci. Myriam, un mot, on avait dit. Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est un pays extraordinaire, plein de surprises. Donc, n'hésitez plus, sautez le pas, tout simplement. Merci. Bénédicte. Merci de nous avoir reçus. Effectivement, la Suisse, c'est un pays aussi qui vous accueille, multiculturel, à bras ouverts. Et je dirais juste une petite chose, non, les Suisses ne sont pas lents, ils sont juste pas surexcités. Et je crois que c'est grâce aussi à toute cette nature qui les entoure et une nature qui est très apaisante, qui force le respect et la modestie, qui se retrouve vraiment dans le caractère des Suisses. Ça donne envie. Laure, vous restez avec nous. On revient juste après une courte pause pour un focus sur la santé et les assurances sur place.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Lausanne. Et on entame tout de suite un focus sur la santé sur place. J'accueille sur le plateau Vincent Demeyer. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur général de April International Care. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Oui, en un mot, nous sommes filiale du groupe April, qui est un groupe coté en bourse en France. Et nous sommes 260 salariés répartis dans 12 pays dans le monde qui n'avons qu'une seule mission, c'est proposer des solutions d'assurance internationale à des gens qui bougent sur la planète. On ambitionne d'ailleurs de devenir un jour la plateforme la plus recommandée au monde pour accéder à des soins de qualité dans un contexte international. Et pour ça, on combine deux choses, la proximité avec nos clients et l'expertise. L'expertise à la fois sur comment trouver la bonne solution et puis ensuite surtout, une fois que je suis bien assuré, comment trouver le bon praticien, comment bien utiliser ma protection sociale. D'accord. Vous parliez de qualité des soins. Qu'en est-il de la qualité des soins en Suisse ? Alors, la Suisse est un des pays au monde où on est le mieux soigné. C'est franchement un excellent réseau de soins. D'abord, une approche, on l'a vu dans les reportages d'avant, les Suisses ont une vision de la vie au long cours, donc ils prennent soin de leur santé. La qualité est donc au rendez-vous, les délais sont tout à fait corrects. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les coûts d'assurance et les coûts de soins sont quand même très élevés, notamment pour des Français qui partent en Suisse. C'est souvent une découverte, on en parlait en off plateau, mais effectivement, ça peut être quelque chose d'assez conséquent pour un assuré. Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, alors quel type d'assurance choisir et selon quel profil ? Alors, déjà, le système suisse fonctionne à peu près comme le système français. À partir du moment où vous venez sur le territoire suisse, vous avez l'obligation de souscrire une assurance LAMAL, qui est leur système de sécurité sociale. Il y a 3 exceptions à cette obligation. Les étudiants internationaux, les personnels diplomates et les gens rattachés à des organisations internationales comme le CERN ou comme des ONG. Ensuite, en fonction de l'endroit où vous vivez, c'est-à-dire la ville, le canton bien sûr, mais la ville, est-ce que vous êtes dans une zone rurale, dans une zone urbaine, de vos revenus, enfin d'un grand nombre de facteurs, et vous avez un montant assez conséquent à payer pour vous assurer. Et il faut retenir quand même que dans les particularités pour un Français qui ira en Suisse à découvrir sur place, la Suisse vous demande de faire un choix parmi 6 niveaux de franchise. Donc, combien allez-vous dans tous les cas payer de votre poche, quoi qu'il vous arrive dans l'année ? Et vous avez en plus de ça une participation aux frais d'hospitalisation que vous pouvez avoir. Il y a un seul cas qui est couvert à 100%, c'est la maternité, mais pour tout le reste, il faudra mettre un peu la main à la poche. D'accord. On va conclure cette émission. Laure, est-ce que vous auriez un mot de la fin en vous adressant aux Français qui nous regardent et qui voudraient s'installer à Lausanne ? Alors moi, je dirais que Lausanne, pour moi, c'est une ville très agréable, magnifique. C'est sûr que c'est une ville qui est multiculturelle, pardon, mais aussi assez suisse quand même, si on compare avec Genève. C'est-à-dire que quand on rentre à Lausanne, on est quand même déjà plus loin dans la Suisse. Donc, il y a un esprit vaudois auquel il faut s'acclimater. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci Vincent, merci Laure. Merci. À suivre, dans le cadre du Spécial Canada des 24 heures chrono 2018, une émission dédiée à l'implantation et à tout ce qui concerne les codes du travail, les rémunérations et l'embauche. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.